Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Chers téléspectateurs d'Ivoire TV.net, bonjour et soyez les bienvenus à votre émission Ça fait débat. Émission consacrée au décryptage de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Les mouvements de soutien aux hommes politiques et partis politiques ne font qu'accroître à l'orée des élections présidentielles 2020. C'est dans ce cadre que nous recevons M. Ounta Apollinaire, président du mouvement des jeunes messagers du RHDP. Bonjour M. Ounta. Monsieur, bonjour. Pour m'aider à bien ce débat, je suis avec ma consoeur et collègue Rosemond Foncé, également journaliste à Ivoire TV.net. Bonjour Rosemond Foncé. Bonjour Monsieur Sekavan. Ensemble, nous allons trouver des réponses à un certain nombre d'interrogations de nos téléspectateurs. Alors, M. Ounta, Apollinaire, alors d'entrée du jeu, depuis quand est-ce que votre mouvement existe et qu'est-ce qui a motivé sa création? D'accord, merci beaucoup. Et puis je dis merci à Ivoire TV qui nous donne l'occasion quand même de nous exprimer sur son plateau. Notre mouvement existe depuis 2019, nous allons dire novembre 2019. Et il faut dire qu'aujourd'hui, comme le nom l'indique, c'est le mouvement des jeunes messagers du RHDP. Donc c'est un ensemble de jeunes qui ont compris la raison du développement de la Côte d'Ivoire. Et donc sur cette base, nous disons que c'est important quand même. Le nom messager, je veux dire qu'en fait, un groupe de personnes qui ont un message à porter donc, à la population ivoirienne. Donc nos motivations sont énormes. C'est véritablement le développement du pays. Alors, M. Ounta, comme je disais tantôt, qu'est-ce qui a motivé la création? Pourquoi créer un mouvement à l'orée des élections? Je crois que ce que M. Seka veut dire, c'est quelle est l'idéologie de ce mouvement de soutien? Nous n'avons pas une idéologie en dehors du RHDP. Okay. Voilà, donc c'est un mouvement de soutien. C'est vrai que les mouvements de soutien existent, mais nous disons que nous sommes importants pour l'avancée du pays. Okay. Donc, allez-y, allez-y. Voilà, donc voilà pourquoi on a créé le mouvement. Les mouvements de soutien riment beaucoup avec la politique du ventre. On sait que certains créent des mouvements de soutien pour des raisons pécuniaires. Est-ce que vous êtes dans ce cas de figure? Non. Moi, je l'ai dit, nous le disons, hein, si c'était un mouvement de soutien pour véritablement... Nous savons qu'en 2015, l'élection était favorable au RHDP à 100%. Si c'était la politique de vente depuis 2015, nous aurions déjà créé un mouvement de soutien. Peut-être que depuis 2015, vous ne voulez pas déposer vos valises au RHDP parce que vous ne croyez pas en l'idéologie du parti. Mais maintenant, en 2019, vous créez un mouvement. Aujourd'hui, on a 5 mois des échéances électorales. On se demande bien si ce n'est pas l'idéologie. Qu'est-ce qui vous permet de déposer aujourd'hui vos valises au RHDP? Parce qu'on a compris que le RHDP est un parti stable. D'accord? Un parti stable. Un parti stable. On a vu la sortie du PDCI avec le président Bédié, mais cela n'a jamais stoppé en fait l'avancée du RHDP dans le développement de la Côte d'Ivoire. Excusez-moi de vous reprendre quand vous parlez de parti stable. Aujourd'hui, on sait qu'au RHDP, comme vous le disiez tantôt, le président Bédié est parti. L'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, les a quittés, Anaké Combénan et bien d'autres. Et même aujourd'hui, Mabi Troakeuse, on ne peut pas parler donc, du RHDP en disant que c'est un parti stable. Il y a aussi beaucoup de tumultueux. On ne parle pas d'un parti stable parce qu'il y a les entrées-sorties.
on parle d'un parti stable à cause de la vision. Nous avons compris que même malgré le départ de ces personnes, de ces personnalités politiques, le RHDP n'a jamais stoppé. On a vu qu'en 2019, il y a eu 900 villages quand même électrifiés. Pas stoppé, mais un peu affaibli. C'est pratiquement le bilan déjà que vous faites. Nous allons revenir là-dessus. Alors, la création d'un mouvement rime souvent aussi avec des objectifs. Quels sont les objectifs de votre mouvement? Nos objectifs sont énormes. Nous avons créé le mouvement, c'est un ensemble de jeunes. C'est pourquoi vous savez qu'on a orienté le mouvement vers les jeunes, parce qu'aujourd'hui, on dit que les jeunes sont quand même le pilier de la politique ivoirienne. Et donc, notre objectif, c'est d'aller vers les jeunes et leur faire comprendre le bilan du parti. Pour dire que le RHDP, c'est pour la jeunesse. C'est aujourd'hui les jeunes qui ont besoin d'avenir. En guillemets, les vieux, c'est les souvenirs. Et donc, pour nous, la jeunesse a besoin d'avenir. Et nous avons compris que le RHDP est un parti qui arrange la jeunesse. Donc, Apollinaire, pour vous, quand vous parlez de jeunesse, qui est jeune au RHDP? Donc on parle de jeunesse parce qu'on sait que la Charte africaine des droits de l'homme nous dit qu'à partir de 35 ans, on est plus jeune. Mais pourtant, le président de la jeunesse du RHDP, si je ne me trompe pas, M. Dan Sanson, a plus de 35 ans. Donc quand on parle de jeunesse au RHDP, on se demande bien qui sont ces jeunes-là. Par contre, nous, ce n'est pas, quand on parle de jeunes, nous ne sommes pas en train de dire que les dirigeants du RHDP sont jeunes. On dit que le RHDP arrange la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons 7 universités fonctionnelles. Vous avez seulement cité pratiquement 3 objectifs de votre mouvement. C'est seulement 3 objectifs pour lesquels vous avez créé ce mouvement? Oui, mais avec les objectifs se trouvent sur le terrain. Mais quand on dit 3 objectifs, même déjà avec ces 3 objectifs, quand cela nous permet d'atteindre notre objectif final, qui est en fait l'élection de 2020, nous pensons que déjà c'est important pour nous. Alors, comment est-ce que vous parvenez à financer vos activités, s'il y en a? Il faut dire, hein, c'est vrai que le mouvement, vous avez vu, a été créé en 2019. Et nous n'avons pas créé ce mouvement parce que nous avions une affinité avec un cas du RHDP. Donc, c'est un ensemble de jeunes, on a compris en fait la vision, nous avons créé le mouvement. Pour vous dire qu'à l'instant T, nous finançons nos activités de nous-mêmes. Parce que nous ne travaillons pas forcément, comme on dit, la politique du ventre, mais nous travaillons pour un objectif précis. Alors, votre mouvement, c'est vrai, c'est un mouvement de soutien RHDP, ça répond par ricochet, bien sûr, au Premier ministre Ahmadou Bongo du Bali. Parce qu'il est candidat du RHDP. Présentement, il est hors du pays et beaucoup de choses se disent sur l'état de santé. Vous qui êtes dans ce mouvement qui est proche du RHDP, est-ce que vous avez des informations à donner sur l'état de santé? Nous pouvons vous rassurer que le Premier ministre va très bien. Oui, ça c'est ce que tout le monde dit, on peut vous rassurer, mais est-ce que vous avez vraiment des informations? Oui, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Le Premier ministre va très bien. C'est parce qu'on a les informations qu'on vous dit. Si le Premier ministre de la Côte d'Ivoire va très bien, tout ce qu'on lui souhaite, c'est qu'il se porte à merveille. À quand donc le retour du Lion ACG? Nous ne pouvons pas... Oui, AGC. Mais s'il se porte bien, on a vu aussi sur la toile, on parle de son probable retour en Côte d'Ivoire. Vous êtes un mouvement, vous êtes messager du RHDP. Et donc, nous, on attend des réponses. Oui, sur ce plateau, nous ne pouvons pas vous dire quand exactement le Premier sera en Côte d'Ivoire. Mais nous rassurons les Ivoiriens que le Premier va très bien. Et nous, en tant que mouvement, nous ne pouvons pas stopper. Nous travaillons dans ce sens-là pour sa victoire en 2020. Ok, je crois que vous... Alors, Président, nous allons aborder un autre axe qui est bien sûr la santé. La Côte d'Ivoire était à moins de 10 cas confirmés par rapport au Covid-19 lorsque le gouvernement avait jugé nécessaire de la fermeture des établissements scolaires et universitaires. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement un nombre de cas croissant et ce qui est paradoxal, c'est maintenant qu'on rouvre les établissements scolaires et universitaires. C'est vrai que nous voulons vraiment sauver l'école, mais est-ce que ce n'est pas aussi mettre en danger nos enfants et nos jeunes frères? Non, pas forcément, parce que le gouvernement a pris des mesures. Et aujourd'hui, ces mesures sont faites dans les écoles là. Nous remarquons bien en fait qu'aujourd'hui, nous étions à 10 cas comme vous le constatez, bien vous le signifiez, mais c'est important de sauver l'école. D'accord? Parce qu'en fait, l'État est là pour travailler pour le bonheur des Ivoiriens. Donc c'est pour sauver l'école. Aujourd'hui, il y a des mesures qui sont là et nous demandons à tous nos petits frères et à tous les enfants de respecter ces mesures-là. Et donc ces mesures sont respectées. Vous avez vu, il y a le partage des masques dans les écoles. Et aujourd'hui, je pense que les choses vont bien. Est-ce que vous allez vérifier sur le terrain? Parce que nous aussi, nous tournons avec notre équipe de reportage. Nous avons vérifié sur le terrain. Nous sommes bien sûr, nous allons dans les communes où nous voyons vraiment que les enfants n'ont pas encore de cache-nez, il n'y a pas de matériel pour le lavage des mains et autres. Et vous dites que tout est distribué. En nos connaissances, par exemple, nous avons été au lycée de Bassam, on a vu les élèves qui ont reçu ces cache-nez là. Nous avons été aussi à l'Institut Sacré-Cœur à la Riviera, les élèves qui ont reçu, même les administrateurs qui ont reçu ces cache-nez. Donc nous sommes rassurés et puis aussi au niveau même des transporteurs qui ont reçu ces cache-nez. Donc nous disons que le bilan est positif et ça va. Donc pour vous, la gestion de l'État face à la crise sanitaire est positive?
C'est positif. On voit qu'aujourd'hui, cette crise sanitaire, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Cette histoire de coronavirus, c'est le monde entier. Et on a vu même que les grandes puissances tomber vis-à-vis de cette crise-là. Mais aujourd'hui, nous regardons un peu, nous disons que c'est très bon. Si elle est positive, peut-être au volet éducationnel, on va donc parler du secteur informel. D'accord. Secteur informel, pour eux, cette crise-là, c'est carrément le chaos. Il y a des enseignants qui n'étaient pas embauchés, qui ne reçoivent pas les salaires. Il y a ces personnes-là qui vivent tout le jour. C'est un peu difficile pour ces personnes-là. Donc, que pensez-vous de la gestion de l'État face au secteur informel? Non, mais il y a déjà, je crois bien, une semaine de cela avec le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, intérimaire du Premier ministre, qui a lancé. Il y a un fonds de soutien à hauteur de 100 milliards. Et je pense que même le secrétaire exécutif de ce fonds-là, M. Nicolas Nikwe, qui a dit qu'il y a plus de 40 000 personnes qui vont bénéficier de ces fonds. Donc il s'agit maintenant de respecter les normes qui seront établies par le secrétaire exécutif, sinon par ce fonds-là pour bénéficier. Un fonds dont certains observateurs disent on bénéficie par affinité, par copinage. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais là, on ne rentre pas dans ces débats. Il y a des principes qu'il faut respecter pour bénéficier. Nous savons que l'État a mis un fonds de 100 milliards en place pour véritablement aider ce secteur-là. Donc, pour vous, il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de copinage? Non, mais attends, on ne peut pas parler d'affinité. Il faut respecter, les normes. Justement, concernant toujours la gestion du Covid-19 par l'État du Côte d'Ivoire, vous avez dit dans le mois d'avril, concernant les dons, l'insatisfaction reste énorme et on se demande qui sont les vrais bénéficiaires. Ça, c'est même que vous l'avez dit sur votre page. Alors, ça veut dire quelque part que la gestion n'est pas aussi reluisante. Irréprochable que ça? Non, mais en fait, quand on parle de dons, les vrais bénéficiaires, vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a quand même une base de données des filets sociaux qui permet de s'occuper de ça. D'accord? Et aujourd'hui, Madame le ministre en charge de la solidarité, quand même, a énuméré les critères là. Je pense que c'est les Ivoiriens qui respectent ces critères là. Ce n'est pas un Ivoirien lambda parce que, vous voyez, ce sont les dons dans une situation particulière qui est la crise sanitaire. Donc, c'est ceux-là qui sont inscrits dans ces phases-là qui pourront bénéficier. Oui, mais selon vous dites après sa propre observation, que vous avez affirmé cela, ça veut dire quelque part que cette gestion, elle est un peu opaque peut-être. Non, mais je ne sais pas si vous avez vu sur notre page, mais nos expressions, parfois ça reste, mais je veux dire qu'aujourd'hui, la gestion, la satisfaction elle est bonne parce qu'il y a quand même des témoignages de part et d'autre des personnes qui ont bénéficié de ce que l'État donne. Parle de vos actions, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que votre mouvement a fait un don à une frange de la population? Oui, nous avons fait des dons, c'est vrai que ce n'est pas énorme, parce que quand il n'y a pas de sensibilisation, il y a plusieurs types. De le dire, de l'énumérer, c'est ce que nous voulons. Voilà, sinon il y a plusieurs types quand même de contribuer à quelque chose. Voilà, nous avons fait des dons, notamment aussi avec nos jeunes frères, notamment à Yopougon et puis à Bobo. Où nous avons... Quel quartier exactement? Camp militaire. Où nous avons été aussi à Bobo aussi. Voilà. Et ces dons ont contribué à quoi exactement? Ces dons sont des vivres, on peut dire entre guillemets du riz, de l'huile, que nous apportons aux populations. Donc en un mot, vous êtes aussi venu en aide, votre mouvement est venu aussi en aide. Le mouvement voilà, intégré voilà, sur toutes ces formes, le mouvement est intégré quand même dans la gestion de cette crise-là. Monsieur Anta Popinaire, êtes-vous un fan de football? Oh oui, pourquoi pas? Ok, on y reviendra tout à l'heure. Fidèles téléspectateurs d'Ivoire TV, pour tous ceux qui nous prennent en marche, vous êtes à votre émission Ça fait débat, l'émission consacrée au décryptage de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et notre invité sur le plateau est Monsieur Anta Apollinaire, président du mouvement des jeunes messagers du RHDP. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes fan de football. Nous sommes à 3 mois des élections du président de la FIF. Élections tant attendues parce qu'il y a tellement de spéculations sur la toile. Tout le monde s'invite dans les débats. On se demande qui sera le prochain président de la FIF. D'accord, oui, c'est ce que nous remarquons. Mais en même temps, il faut dire aussi que la FIF est quand même une structure indépendante. Et c'est le président qui met un comité en place pour quand même organiser les élections. Il n'y a pas de souci, en tant qu'Ivoirien, on peut quand même parler du football ivoirien, M. Segavan. Oui, on a constaté ces dernières années que nos stades sont pratiquement vides lors des matchs de football concernant le championnat. Qu'est-ce que selon vous peut justifier ces absences de supporters dans le gradé? Bon, là, nous ne sommes pas quand même instaurés dans la gestion de la FIF.
Donc on pourrait quand même vous dire, en fait, ce qui cause cela, parce que c'est la question que nous, les Ivoiriens, nous posons tous. Donc je me pose cette question en tant qu'un Ivoirien lambda, mais les Ivoiriens veulent avoir maintenant votre réponse. Vous êtes un leader d'opinion, c'est vrai qu'il y a certains jeunes qui vous suivent, ils veulent savoir quelle est la position de M. Apollinaire. Les gradins sont vides, qu'est-ce qui peut justifier l'absence du support? C'est un constat. C'est un constat que nous tous nous faisons. Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque d'engouement, il n'y a pas l'argent pour entrer, l'entrée coûte cher, il y a tout ça aussi. Bon, donc ça reste des questions qu'on se pose. Et nous pensons que parce que c'est un constat qui est sur la table, et pense que le prochain président quand même va tenir compte de tout ça quand même dans sa gestion. Monsieur Apollinaire, qui peut redonner au football ivoirien toutes ces lettres de noblesse? On sait qu'on ne vote pas, mais on a quand même envie d'avoir votre avis sur la question. Qui peut redonner au football ivoirien tout cet engouement et toutes ces lettres de noblesse? Bon, au football ivoirien, il faut dire, nous avons 3 candidats en liste qui ont été retenus par la FIF, éventuellement pour les élections. Didier Drogba, Sori Diabaté, Idriss Diallo. Qui est votre candidat? Nous, on n'a pas de candidat. Pas de candidat? Parce qu'on s'est dit aujourd'hui, si les 3 ont été retenus, qui ont un bon parcours quand même, qui peuvent aider le football ivoirien, parce que ce n'est pas nous qui votons. D'accord? Nous avons fouillé quand même. Hein. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas de candidats? Nous avons fouillé quand même. Non, mais nous disons cela parce que, bon là, peut-être ça peut être une position personnelle. Est-ce que la notoriété de l'un ne peut pas primer sur l'autre? Quand on sait que Didier Drogba, quand même, c'est une icône du football ivoirien. Oui, mais bon, parce que Didier Drogba, on s'est dit, en fait, aujourd'hui, il y a les avantages de part et d'autre. Voilà, on regarde un peu les opinions des uns et des autres. Voilà, Didier Drogba quand même a quand même marqué le football international, qui est aujourd'hui conseillé de part et d'autre à la FIF comme à la CAF. Donc, on s'est dit que c'est une icône quand même qui va relever le football ivoirien. Par contre, aussi au regard aussi des autres, aussi comme ne maîtrise pas les rouages de la FIF. Voilà, c'est ce que je dis. Bon, quand tu dis rouage, moi, je ne rentre pas quand même dans ces détails. Mais on regarde aussi par rapport aux autres, tels que Sori Diabaté, qui, depuis un moment donné, aussi au côté du président, voilà, qui, en matière de gestion, on s'est dit aussi qu'il est apte aussi à gérer parce qu'il est au quotidien avec les clubs. Donc aujourd'hui, on s'est dit voilà, que le meilleur gagne. Je ne suis pas satisfaite de vos réponses puisque vous ne nous donnez pas la liste de votre candidat. Pour vous, c'est ni Didier Drogba ni Sori Diabaté. On va donc passer à un autre axe. Pourtant, quand même, sur sa page, il y a la photo quand même d'un candidat. Non, mais M. Onta nous dit qu'il est neutre. Donc, on va donc passer à un autre axe. Alors, Président, les choses bougent à la CPI. Est-ce que vous avez l'information? Oui, éventuellement, nous avons les informations. Alors, l'ex-président Laurent Gbagbo et son ex-ministre Charles Blé Goudé viennent de voir leurs conditions de mise en liberté allégées. À cet effet, ceux-ci peuvent maintenant se rendre dans près de 123 pays, dont la Côte d'Ivoire. Quelle analyse faites-vous de cette décision de la CPI? Non, mais nous pensons que c'est la décision quand même de la CPI, donc des juges en fonction. Donc, nous n'avons pas de commentaires à faire dessus. Voilà. Nous pensons que c'est une bonne décision parce qu'ils ont pris la décision et nous avons pris la décision comme tous les autres Ivoiriens. On pense qu'il y a beaucoup de commentaires à faire sur la question quand on sait que c'est la Côte d'Ivoire quand même qui a permis au président, l'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé d'aller à la CPI. Donc c'est normal que quand les conditions sont allégées, c'est vrai, ce sont les Ivoiriens qui doivent s'exprimer puisque c'est l'État de Côte d'Ivoire qui les envoie à la CPI. Aujourd'hui, la CPI dit qu'ils sont acquittés. Aujourd'hui, l'allègement, la CPI nous dit qu'ils peuvent se rendre dans 123 pays dans la Côte d'Ivoire. Donc pour vous, M. Onta, quelle analyse faites-vous donc de cette décision? Est-ce que Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo peuvent revenir en Côte d'Ivoire pour contribuer au fait à la réconciliation de ce pays? Oui, mais ils sont ivoiriens. Donc si la CPI permet qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. La CPI, c'est vrai qui a allégé, mais c'est aussi une volonté politique puisqu'on dit que le pays qui doit les recevoir doit aussi remettre la volonté de pouvoir les accueillir. Oui, mais là, nous pensons qu'ils sont d'abord dans un premier temps ivoiriens et donc parmi les 123 pays, la Côte d'Ivoire fait partie de ces 123 pays, donc à eux de décider là où ils veulent partir. Et en ce moment, on sait qu'il y a les principes quand même à suivre. Voilà, et puis au moment opportun, maintenant l'État, parce que voilà. Ils ont toujours émis la volonté de venir en Côte d'Ivoire, leur pays. Non, mais oui, c'est parce qu'ils sont ivoiriens. Mais pourtant, il y a des militants quand même du RHDP qui s'opposent à cette... Ils ont été condamnés par Koutubas à 20 ans de prison. Vous êtes militant du RHDP, d'accord. Les sympathisants du RHDP sont vraiment d'accord avec cette décision? Non, mais cette question n'est pas... Parce que la CPI a pris une décision où on n'a pas demandé à un X ou bien à un Y de participer à la décision, d'accord? Mais la CPI a pris une décision, comme tout Ivoirien, nous pensons que c'est une décision quand même. Et puis au moment opportun, nous savons que le président Alassane Ouattara est un démocrate. Et ils vont prendre la meilleure décision quand même pour le bonheur des Ivoiriens. Et quelle est la meilleure décision selon vous? Non, nous ne pouvons pas, nous ne savons pas. Non, il s'agit maintenant.
vous, en tant que président, quelle est la meilleure décision? Puisque vous dites que le président va prendre la meilleure décision. Au moment opportun, le président décision prendra la meilleure décision, et donc qui pour le bonheur des Ivoiriens. Mais ce n'est pas à nous d'analyser cette décision-là parce que, voilà. Je crois que mon collègue, ce qu'il veut savoir, c'est que vous êtes aujourd'hui leader d'opinion. D'accord. Vous êtes président de mouvement de jeunes. D'accord. C'est-à-dire que votre voix compte. D'accord. C'est pourquoi vous déposez vos valises au RHDP. Donc, dans une situation politique en Côte d'Ivoire, vous avez quand même votre mot à dire. Exactement. Aujourd'hui, personnellement, est-ce que le retour de Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé ne vont pas aussi contribuer à raccommoder ce filet social-là qui est un peu déchiré, la réconciliation nationale? On ne dit pas que vous influencez sur les décisions du RHDP, mais on dit qu'en tant que jeune, vous avez aussi votre avis à donner sur la question. Tout Ivoirien est important pour la réconciliation nationale. Bon, comme les deux belligérants de la crise. Oui, c'est pourquoi tout Ivoirien. Ça veut dire que même ma position aujourd'hui... Les Ivoiriens ne sont pas les belligérants de la crise. Non, mais je veux dire, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la réconciliation a plusieurs axes. D'accord? La réconciliation, ce n'est pas seulement la parole, même les actes qu'on pose. Vous savez que depuis 2012, quand même, le président Alassane, même depuis 2011, il œuvre pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Maintenant, s'il y a d'autres qui veulent aussi, ou bien qui viendront aussi contribuer à cette réconciliation, c'est pour le bonheur des Ivoiriens. Mais dans le cadre de la réconciliation, toujours, il y a encore des Ivoiriens pourtant qui sont en prison ici en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres aussi en exil. Et vous parlez de réconciliation, est-ce que vous voulez vraiment que tout ce soit bien fait en Côte d'Ivoire, alors que vous n'en parlez pas? Même depuis 1960, il y a eu l'existence de la prison. Donc, la prison, c'est pour les hommes. Et c'est la justice qui juge cela. Nous n'avons pas d'interprétation. Ceux qui sont en prison ont un problème avec l'État. Nous parlons maintenant de réconciliation. Nous parlons de réconciliation, nous ne parlons pas d'autre chose. Oui. Nous ne parlons pas d'amnistie, nous ne parlons pas de grâce présidentielle, mais nous parlons de réconciliation. C'est ça que nous parlons. Et nous disons que jusqu'à présent, depuis la crise post-électorale, il y a encore des Ivoiriens qui sont en prison, ici, dans des prisons ici en Côte d'Ivoire. D'autres ne sont pas encore rentrés au pays. C'est vrai. On fait des publicités à grande pompe pour dire aux gens d'entrer, mais on constate aussi que quand d'autres rentrent, ils sont aussi arrêtés. Non, mais... Vous qui êtes un mouvement proche du RHDP, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Mais ça, la question, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'interprétation à ce niveau-là parce que c'est la justice qui prend sa décision. Nous sommes un mouvement du RHDP, nous sommes nos candidats pour les élections en 2020, mais pas d'interprétation au niveau de la justice. Oui, mais le fait de vouloir suivre le candidat... Je sais qu'avant, je crois que M. Moussa a parlé 2 fois de justice. Permettez-moi donc de revenir à l'axe de justice. Quand vous parlez de la justice, est-ce que pour vous, aujourd'hui, la justice ivoirienne est indépendante? C'est une question. Exactement. Oui ou non? La justice ivoirienne est indépendante? Oui. Ok. Monsieur Ounta, la justice ivoirienne est indépendante selon vous. Pourtant, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand la tête de quelqu'un ne nous va pas, on donne 20 ans. Le président Laurent Gbagbo a été condamné à Koutumas à 20 ans de prison pour les mêmes faits pour lesquels il est en train d'être jugé à la CPI. Je crois qu'il en est de même pour Charles Blé Goudé. Il en est aussi de même pour l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume, qui a aussi été condamné pour atteinte à l'autorité de l'État. Il y a des gens qui incitent, le procureur dit que certaines personnes ont des propos incitant à la haine et ces personnes-là sont interpellées. Pourtant, on se rend compte que c'est une justice seulement du vainqueur. Parce qu'il y a aussi dans votre camp RHDP des personnes qui donnent des propos incitant à la haine, mais ces personnes-là ne sont pas interpellées. Donc quand vous dites que la justice ivoirienne est indépendante, excusez-moi, mais je mets quand même un doute. Oui, mais ça, c'est votre position. Non, c'est pas ma position, parce que vous savez que chez vous, au RHDP, il y a eu des propos. Il y a eu des propos concernant la marche aujourd'hui des prêtres catholiques. Il y a eu des gens qui ont incité à la haine, mais qui n'ont pas été interpellés. Pourtant, aujourd'hui, l'activiste Kofi Serge Le Drone, qui soit, disons, interpellé sur la toile des propos pour, je crois, le démantèlement du site de la BAE. Il a été interpellé. Mais pourquoi au RHDP on n'interpelle personne? Non, mais comprenez, parce que c'est pourquoi il dit que c'est votre interprétation. La justice est indépendante. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une question de ce genre-là, c'est aller s'adresser quand même au procureur de la République pour lui poser cette question. Oui, nous sommes les antennes d'Ivoire TV, le procureur nous voit évidemment. Vous allez toujours nous référer à des personnes, alors que vous-même vous êtes aussi... Non, mais nous sommes un mouvement de soutien. Et dans un autre mouvement que je dis et que j'affirme, certains opposants en Côte d'Ivoire disent que ce mouvement-là, la justice ivoirienne n'est pas indépendante. Et vous déposez vos valises au RHDP. Vous ne pouvez pas venir sur le plateau d'Ivoire TV et puis quand même fuir un peu toutes les questions qu'on vous pose. Non, mais ce que nous sommes en train de dire, c'est quand même clair. Nous disons que la justice est indépendante. Elle fait son travail. Voilà. Au regard celle qu'elle doit interpeller. Au regard de la loi. Quand on parle de jeunes quand on parle de Kofi, voilà. Je pense qu'il n'a jamais utilisé son nom sur les réseaux sociaux quand même pour s'exprimer.
Voilà. Oui, mais il y a des Donc, avatars vous savez pas partout. pourquoi il est Voilà, il y a les avatars qui truc. Est-ce Par qu'on contre, peut quand savoir vous pourquoi allez sur la page quand même du président du mouvement des jeunes messagers, c'est mon nom qui est là, je prends mon nom, je suis responsable de ce que Oui, je mais dis. aujourd'hui, Il a été arrêté il y a un parce fait, qu'il il a été utilisait arrêté. l'avatar. Il y a un fait, c'est vrai qu'il a été arrêté. Mais c'est que ma consoeur est en train de dire. Il y a aussi des cyberactivistes qui ont appelé à du faire RSDP. couler le sang de certains Ivoiriens aussi. Mais ceux-là ne sont pas inquiétés. C'est ce que nous sommes en train de dire. Mais je pense que la justice fait son travail. Ah ben oui, mais Au moment pourtant, ceux-là, au moment on opportun, fait leur appel avant. Mais je veux dire que la justice fait son travail, donc au moment opportun, ces personnes-là, si véritablement ça rentre quand même, ça va à l'encontre de la loi pénale, je pense qu'ils seront interpellés. C'est vrai que nous vous Ok. comprenons, nous savons que vous êtes dans un mouvement RHDP, donc je sais pas ce qui fait que vous n'arrivez pas à nous donner vraiment des réponses satisfaisantes. Ben, nous allons quand même continuer. Non, mais nous pensons que même ce sont des questions, voilà, nous ne faisons pas le travail de la justice à sa place. La justice travaille, elle est indépendante, elle travaille, donc elle regarde, c'est au regard de la loi. Ma question était, est-ce que la justice ivoirienne est aux ordres du pouvoir RHDP en place? C'était ça ma question. Comment? Est-ce que la justice ivoirienne est aux ordres du RHDP? Non, Ok. elle est indépendante. Monsieur Je crois que le Ouattara, le président l'a 28 plusieurs fois avril répété. dernier, la Côte d'Ivoire a retiré le droit à ses citoyens et aux D'accord. ONG de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. D'accord. Le 28 avril dernier, je suis sûr que vous êtes informé. Pourquoi donc ce retrait? Si c'est vrai que la justice ivoirienne fait son travail, est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire devait donc se retirer de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Si oui, pourquoi? Moi, j'ai reçu l'information comme vous, aux autorités On a compétentes l'impression en la donc que matière. vous avez parce déposé que- vos valises au RHDP, mais vous n'êtes pas encore au RHDP. Parce que si vous êtes au RHDP, que c'est votre parti, et que vous êtes là à cause des idées, à cause de tout ce que vous avez dit là, le bilan du président Ouattara, vous devez quand même pouvoir nous donner des informations quant à tout ça. Non, mais ces informations que vous cherchez, nous, ce que je dis, c'est quoi? Il y a l'État et puis il y a le RHDP. D'accord? C'est vrai Mais que là, c'est le là- RHDP qui est au pouvoir, Oui. mais ce n'est pas le RHDP qui se retire quand même de cette Donc, chambre-là. aujourd'hui, en tant Mais que c'est l'État. citoyen ivoirien, Oui, mais vous qui êtes Voilà. veut avoir Ivoirien, recours vous êtes Voilà. à en la Côte Cour d'Ivoire, africaine c'est des ça. droits de en l'homme. Côte d'Ivoire, et vous êtes militant du RHDP. Mais n'est-ce ce pas? que nous savons, et c'est que quand même l'autorité compétente a quand même donné quand même des explications. Parce que ça n'a pas été fait dans les normes. Donc moi je pense que c'est pour cette raison-là, nous avons tous Quand suivi vous parlez comme- des normes, vous voulez dire quoi? Qu'est-ce qui n'est pas fait dans les normes? Quand on parle de normes aujourd'hui, c'est que la décision, par exemple, de cette chambre-là n'en est pas, parce qu'il y a l'autorité du pays, hein, adhérer même à la Cour pénale ou bien à la Chambre africaine des droits de l'homme, je pense qu'il y a les normes qu'il faut suivre et l'autorité compétente a quand même donné des explications. Je sais que le retrait n'a pas été fait comme ça, mais ils ont donné des explications pourquoi ils se sont retirés de cette chambre-là. C'est ce que les Ivoiriens veulent savoir. Mais ces explications ont été données. Donc maintenant, à nous de nous référer, hein, comme tout sinon, je pense que c'est le rôle de vous, les hommes de médias, de vous appuyer de l'État quand même, et puis voilà, avoir ces explications-là pour informer la population. C'est à ce titre-là que vous êtes assis ici aujourd'hui, parce qu'on s'approche de vous qui êtes proche de l'État et qui êtes aussi... Oui, mais c'est nous, nous les contribuables qui sommes l'État de Côte d'Ivoire. Oui, Le président Ouattara travaille pour nous les Ivoiriens. Donc si vous dites aujourd'hui Oui. que les Ivoiriens doivent s'interroger sur la question pourquoi la Côte d'Ivoire s'est retirée de la Cour africaine des droits de l'homme, vous qui êtes Ivoirien, qui êtes assis sur le plateau, vous êtes entre deux journalistes, c'est à vous de répondre. Oui, ce que nous disons, c'est clair. Il y a eu le retrait de la Côte d'Ivoire. Parce que Il y a eu le retrait de la Côte d'Ivoire. L'autorité compétente a donné des explications. Ça veut dire que l'État a donné des explications. Pourquoi est-ce qu'on se retire? D'accord? qui sont les explications. Les téléspectateurs veulent savoir. Vous êtes assis ici au nom du RHDP. Donc Non, si mais- vous savez pourquoi on s'est retiré, vous nous dites. Peut-être que nous, on n'a pas l'information. Parce que la décision de la Côte d'Ivoire n'a pas été avisée. Ok. Voilà. Nous pensons que, je vous prends un exemple simple. Vous adhérez à une association et voilà. Je pense que quand l'association, par exemple, prend une décision qui vous interpelle, je pense que vous devez être avisé. Voilà, la Côte d'Ivoire n'a pas été associée à la décision, d'accord? Un matin, on voit une décision, d'accord? Donc l'État se voit bafoué. Voilà pourquoi est-ce que l'État a décidé de se retirer. C'est selon les explications que nous avons reçues. Ok. Les explications que vous avez reçues, qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, je les entends. Comme la Cour africaine des droits de l'homme n'a pas été saisie de la bonne manière, est-ce que la Côte d'Ivoire devait se retirer? Elle devait peut-être aussi discuter avec la Cour, ou revoir peut-être la position de la Cour. Interpeller aussi. Interpeller la Cour, mais un Côte retrait d'Ivoire, immédiat, politique. imminent comme ça, est-ce que c'est pas... Parce que cette Cour-là, on se rappelle, le RHDP, le président Ouattara avait appelé l'opposition carrément à respecter les décisions de la Cour en 2010 ou 2011, je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, sur cette Cour-ci, les Ivoiriens se sont saisis de la mauvaise manière. Est-ce que l'État ne doit pas interpeller plutôt la Cour africaine des droits de l'homme, mais décider comme ça, imminent, de se retirer, et qui permet aujourd'hui à vous de ne plus saisir la Cour, même si vous êtes en violation de vos droits?
Mais vous savez, l'État... Parce que ce n'est pas seulement pour un individu, c'est pour tous les Ivoiriens. C'est ça. Parce que tous les Ivoiriens ne pourront plus saisir la Cour africaine des droits de l'homme. L'État a son autorité, d'accord? Nous avons notre manière de penser, l'État a son autorité, l'État a pris la bonne décision. Donc l'État est dans la dictature. Non, ce n'est pas la dictature. Vous dites que C'est l'État a son retiré. Vous dites que autorité. l'État a pris la bonne décision. Pour vous, c'est la bonne décision. Se retirer quand même c'est pas une dictature, c'est une décision. Parce qu'on est libre de se retirer comme associé ou bien s'associer à quelque chose. Oui, mais, Donc, mais justement, mais avant d'adhérer, l'État a pris toutes les précautions, toutes les garanties. c'est ça. Avant d'adhérer, Et quand ces garanties ne sont pas respectées, l'État se retire. qu'est-ce que vous appelez garanties qui sont pas Quand vous adhérez à une association, il y a les statuts et règlements intérieurs auxquels vous obéissez. Vous obéissez et vous prenez connaissance d'abord. Et vous pensez que même ces statuts et règlements intérieurs, c'est vrai que ça va arranger l'association, mais ça vous arrange aussi. Mais du moment où vous vous rendez compte qu'en fait ça ne vous arrange plus, vous vous retirez, ce n'est pas une dictature. C'est tout à l'heure ce que disait ma consoeur. Voilà. C'est retiré. Et s'il ne fallait pas aussi interpeller la Cour pénale Oui, mais ça, doit écouter, voilà. oui, est-ce qu'il ne fallait pas? Donc, vous voyez que c'est optionnel. Justement, On mais peut se retirer c'est comme on peut. L'État de Côte d'Ivoire, quand Voilà. même, l'État est rempli de juristes. Donc, vous comprenez que c'est optionnel. L'État a beaucoup de Voilà, juristes quand même. c'est une option. Et l'État pouvait choisir une bonne option. Voilà, on pouvait aller peut-être vers la cour, on pouvait se retirer. Donc, il n'y a pas de question de dictature, mais c'était les options. Alors tout à l'heure, vous avez dit que vous souhaitez que Blé Goudé et Laurent Gbagbo entrent en Côte d'Ivoire. Pourtant, ils étaient condamnés à 20 ans de prison par contumace. Est-ce que vos propos s'ajoutent du fond du cœur? Sachant qu'ils ont Je été dis, condamnés par contumace. le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont des Ivoiriens. Ils ont 123 pays à leur disposition. La Cour dit ils peuvent aller où ils veulent. D'accord? Donc, s'ils décident de venir en Côte d'Ivoire, ils sont des Ivoiriens. Voilà. Oui, c'est ce que je dis. Vous, est-ce que vous, en tant que président Koumta Apollinaire, D'accord. est-ce que dans votre fort intérêt, vous souhaitez vraiment que le président Laurent Gbagbo et l'Est Charles Blé Goudé entrent en Côte d'Ivoire, sachant que l'État de Côte d'Ivoire les a condamnés à 20 ans de prison par contumace? D'accord. Oui, mais attends, c'est à eux d'abord de demander de venir en Côte d'Ivoire. Ils viennent en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas de décision. Ils peuvent dire même je ne vais pas en Côte d'Ivoire, je vais au Mali, ou bien je prends un pays quand même qui appartient à la Cour. Moi, je pense que je n'ai pas de décision à cela. Voilà. Je suis un Ivoirien, c'est un frère Ivoirien qui vient en Côte d'Ivoire, moi. On n'a pas de décision, c'est la justice qui décide de tout ça. Monsieur Donc, il y a pas de Nta, problème. je sais que je crois que j'ai une question pour Monsieur Nta. D'accord. Monsieur Nta, vous dites que vous avez déposé vos valises au RHDP en novembre 2019, c'est ça? 18, ouais. 2018, autant C'est pour ça. moi. Vous êtes donc venu au RHDP suite à un constat. Quel est ce D'accord. constat? Mon adhésion au RDP, c'est au regard de plusieurs choses, d'accord? Ok. Voilà. Mais surtout le développement du pays. Le développement du pays. Oui, Donc pour vous, vous adhérez au RHDP parce qu'ils ont une politique de développement exactement. qui permet à la Côte d'Ivoire d'avancer. Exactement. Ok. Vous avez déposé donc vos valises au RHDP. Aujourd'hui, D'accord. on veut savoir quelle est l'idéologie de ce parti, le RHDP. L'idéologie, mais ce n'est rien d'autre que le rassemblement et le développement de la Côte d'Ivoire. Donc l'orientation, parce que vous comprenez, le président Alassane Ouattara quand même a fait des promesses en 2010 pendant sa campagne électorale. Et on a compris qu'en fait, il a réalisé tout ce qu'il a dit. D'accord? Donc nous pensons que c'est un parti rassembleur, un parti qui contribue au développement de la Côte d'Ivoire. Un parti rassembleur, un parti qui contribue au développement de la Côte d'Ivoire. C'est bien que vous évoquez le thème rassembleur. On va aussi revenir à ce côté-là. Je vous ai interrompu tout à l'heure parce que quand vous dites que le RHDP est un parti de rassemblement, est-ce qu'aujourd'hui rassembler tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, c'est pas ce qui est important pour le président Ouattara? Vous demandez si ce n'est pas ce qui est important, mais c'est tout à fait important pour lui. Ok. D'où Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Soro Guillaume, Anaki Kobena, et même aujourd'hui encore Mabri qui sort du RHDP. On a l'impression que Mabri n'a jamais fait de déclaration qui sort du RHDP, ok. donc là, je Donc, vous arrête tout à l'heure. Voilà. Autant pour moi, mais vous disiez concernant Mabri Troakeuse, vous disiez si quelqu'un se trouve au RHDP et qui voit Mabri comme un rival, cette personne est un idiot. C'est vrai aussi qu'il faut voir l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Même si Mabri n'a pas encore fait des déclarations officielles, on a l'impression en tout cas que Mabri Troakeuse n'est plus au RHDP. C'est l'impression qu'on a. Ça, c'est votre impression. Ok. Mabri Troakeuse, c'est le deuxième président de RHDP. Vous savez, oui, on le sait, c'est ce que les chiffres disent pour le moment. C'est ce qui est exact. Président Ouattara, Oui. vous nous parlez du bilan du président Alassane Ouattara, mais pourtant, le président, quand même, il avait d'abord, lors de la campagne en 2011, demandé seulement 5 ans de mandat. D'accord. Après les 5 ans, bon, il a demandé à ce qu'on reconduise encore. Oui. Pourtant, on constate toujours, comme le dit ma consoeur, que les Ivoiriens ne sont pas entièrement réconciliés. Et pourtant, ces 2 mandats sont pratiquement achevés. Comment est-ce que... Les Ivoiriens ne sont pas rassemblés, c'est le terme.
Les Ivoiriens ne sont pas rassemblés. L'idéologie du parti, c'est de rassembler. Les Ivoiriens ne sont pas rassemblés. Aujourd'hui, il y a les Ivoiriens un peu exilés un peu partout. Aujourd'hui, on a encore des prisonniers politiques dans nos geôliers, à la Macra un peu partout. Aujourd'hui, est-ce que le développement et la paix, la cohésion de la Côte d'Ivoire ne passent pas par cette réconciliation, permettant à ces personnes de rentrer chez eux et de faire un peu le président vide. d'un mouvement de RHDP. D'accord. Est-ce que vous ne pouvez pas demander au président de libérer les prisonniers politiques, de faire vraiment revenir tout le monde en Côte d'Ivoire? Non, mais le président Alassane Ouattara n'empêche personne de rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, en 2010, je vous dis, en 2010, je me retrouvais au Libéria. D'accord? En 2010, je me trouvais au Libéria. Voilà. Mais après, je suis rentré. Bon, c'est vrai que je n'étais pas peut-être forcément un leader quand même qui est truc, mais je suis rentré, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que le président quand même n'empêche personne de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais je ne suis pas quand même convaincu de votre adhésion. Vous êtes allé en balade au Nigeria? Comment? Vous êtes allé en balade au Nigeria? Non, pourquoi? Ça fait les élections. Vous étiez réfugié politique? Éventuellement, oui, il était au camp des réfugiés. Donc, voilà, après, je suis rentré, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je pense que le président n'empêche personne de rentrer au pays. Donc, voilà. Un ex-réfugié politique aujourd'hui qui salue RHDP. Waouh, le titre est grand et ça prouve que c'est bien. Quand on rentre ce soir, on est en paix. C'est pourquoi aussi on interpelle. Parce que nous sommes des éveilleurs de conscience. On interpelle afin que tous ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, vous êtes président d'un mouvement, mais vous ne dirigez pas seulement ce mouvement. Il y a plusieurs jeunes qui se trouvent aujourd'hui à l'extérieur, qui veulent entrer, qui veulent revenir chez eux. Qui n'ont jamais été empêchés. Parce que tel que vous interpellez, le président même l'a dit. Et je pense que même le président Soro en son temps aussi le disait, que chacun rentre au pays. Et je pense que certains sont rentrés. Nous avions les artistes qui sont rentrés. Quand on n'est pas de votre camp, on a peur, on est menacé, on se dit qu'on va se retrouver. Là, ça devient une pensée. Est-ce que ce n'est pas la peur? Est-ce que vous êtes rentrés? Voilà, il faut rentrer au pays. Mais il y en a qui sont rentrés, qui ont été arrêtés aujourd'hui. Non, mais ça dépend de l'aide. Ça, c'est la justice qui en juge. Justement, nous parlons de réconciliation. C'est le mot qui est là. Quand on parle de réconciliation, d'accord. En fait, ça abrace beaucoup de choses. Et c'est ce que nous vous demandons, nous. Vous qui êtes un mouvement proche du président de la République, donc proche du RHDP, nous demandons à ce que vous en tant que Kunta, président, que vous interveniez aussi pour que ces Ivoiriens-là puissent entrer en Côte d'Ivoire. Le président travaille dans ce sens toujours et nous le faisons toujours. D'accord? Nous, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Même ceux qui sont au mouvement des jeunes, c'est pas... Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai fait mon exemple. Je n'étais pas forcément au RHDP depuis 2010 et autres. Voilà, je suis venu au RHDP, il y a plein qui sont là, qui sont rentrés. Donc bon, on arrive au RHDP aussi souvent parce que c'est un restaurant ouvert. Peut-être, on ne sait pas. Non, mais je vous dis, le RHDP n'est pas un restaurant ouvert, c'est le travail. Bon, on ne crée pas un mouvement, parce qu'on veut bouffer. Moi, je vous ai dit que je n'ai pas d'affinité. Qu'apportez-vous donc au RHDP? Si vous êtes là pour le travail, qu'apportez-vous concrètement au RHDP? Quel est le poids que vous avez pour que... Nous avons un mouvement aujourd'hui où il y a quand même plus de 15 000 jeunes adhérents, d'accord? Sur le plan national, et le travail continue. Nous pensons que c'est important. Et si vous remarquez... On a 15 000 adhérents, mais est-ce qu'on a 15 000 personnes acquises à la cause du RHDP? Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire, parce qu'aujourd'hui, notre mouvement n'est pas forcément, même dans les différentes villes de l'intérieur, ce ne sont pas des gens qui sont déjà au RHDP. Mais c'est des gens qu'on a convaincus de venir au RHDP. Donc nous pensons qu'aussi aujourd'hui, sur le plan national, le RHDP peut-être à 15 millions d'adhérents et plus nos 15 000 jeunes, je pense que ça fait un plus. Donc pour vous, vous êtes un mouvement de poids au sein du RHDP. Exactement. Nous pensons que nous sommes très importants. Au soir des élections d'octobre 2020, vous allez faire balancer la balance. Nous sommes importants. Nous sommes importants. Nous sommes importants. Alors nous allons aborder notre point de notre débat. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à votre émission, ça fait débat. Et nous recevons pour vous M. Kunta Apollinaire, président du mouvement des jeunes messagers du RHDP. Alors, président, comme je le disais tantôt, nous sommes pratiquement à 5 mois des élections présidentielles d'octobre 2020. Quel bilan faites-vous de la gestion de votre leader? Nous pensons que le bilan est positif. Notre leader a travaillé. Il a un bilan en main et c'est ce bilan en tant que mouvement des jeunes messagers. Nous avons ce bilan en main aussi pour communiquer avec les Ivoiriens. Je pense que je vous ai bien demandé quel bilan faites-vous de la gestion. Je n'ai pas dit que c'était positif ou négatif, mais au moins, parlez-nous un peu du bilan. D'accord, mais si c'est le bilan que le président Alassane Ouattara, je pense que nous avons aujourd'hui plus de 233 quand même centres ruraux au niveau des hôpitaux et autres. Nous pensons que c'est un bilan très colossal que nous ne pouvons pas véritablement déployer tout ici. Mais voilà, il y a plus de 40 000 quand même kilomètres des rues et des pistes à améliorer. Il y a plus de 115 kilomètres autoroutes dans ce sens-là. Est-ce que quand même la Covid-19 n'est pas venue montrer quand même au niveau de la santé quand même quelques grandes failles au niveau de la gestion?
Non, mais en fait, la Covid-19, ce n'est pas une crise. Aucun pays au monde ne s'attendait à cette crise-là. Mais tous les pays Voilà. s'attendent quand même à une petite épidémie. Et quand même, dans cette crise-là, Oui, comme mais- le collègue le dit, il y a quand même des failles au niveau de la santé. On n'a pas assez d'infrastructures. Si on part sur cette base, dites-moi qu'en Italie aussi, il y a eu de grandes failles parce qu'il y a eu plein de morts quand même en Italie. Non, je crois En que Chine, pareil, donc nous comprenons que... c'est pas le même mais au contexte. moins- Ce sont les différentes réalités, c'est pas le même contexte. Exactement, ce sont les différentes réalités, On mais n'a pas le nous, nombre de cas que l'Italie a. Et ça, je crois qu'on n'a pas ce nombre de cas-là. Si juste on parce que avait- l'État a su gérer cette crise-là. Donc, Parce ok. que le nombre de cas dont on parle aujourd'hui, c'est à cause de la bonne gestion de la crise. Sinon, il n'y a pas quand même de normes Donc pour la dire qu'on France gère mieux pourrait... la crise que les pays européens. Nous disons que la Côte d'Ivoire quand même est l'un des pays aujourd'hui qui gère mieux la crise. Voilà. On pouvait avoir ce nombre On de n'a cas. pas de problème d'infrastructure sanitaire en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas qu'on n'a pas de problème. Nous disons aujourd'hui... Donc la Covid est Quand venue on- faire on- de on- sortir des lacunes de... Ce que nous sommes en train de dire, on a bien dit même dans nos propos que le président Amadou Gon Coulibaly, au soir du 31 octobre, est quand même le président de la continuité. On ne peut pas parler de continuité quand tout est prêt. Mais nous disons que nous avons fait assez par rapport à ce que nous avons Sur trouvé. quoi vous basez déjà, vous dites qu'au soir du 31 Voilà. octobre, il est président de la continuité. Sur quoi vous vous basez? Avant de Par rapport à nos parler, efforts. Vous voyez déjà un mouvement des jeunes sur terrain qui travaillent au jour avec quand même à rassembler les jeunes. Nous avons aussi le parti classique qui est là. Nous avons assez de mouvements de soutien. Nous sommes sur terrain, nous travaillons et nous connaissons déjà nos candidats. Donc nous travaillons c'est pour... Calais, gérer, boucler, ça se justifie parce que vous dites assurément. Non, mais Calais, gérer, boucler, ça, ce sont des slogans pour, quand même, pour motiver nos militants, pour dire que nous sommes en train de Au soir travailler. du 31 octobre, voilà, le président Amadou Gon Coulibaly va sur la On ne va pas un examen pour échouer. Je dis que nous, on va gagner les élections parce que nous sommes en train de travailler. Voilà. Monsieur Onta, vous avez Donc- parlé tout à l'heure d'infrastructures sanitaires. D'accord. Et tantôt, on parle aussi du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui, pour des raisons de santé, s'est rendu à Paris. Si la Côte d'Ivoire gère mieux la crise, si la Côte d'Ivoire a toutes les infrastructures sanitaires qui permettent à ce pays-là d'être 5e au niveau africain, Sur le bilan inattaquable. sur le bilan inattaquable, pourquoi est-ce que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se rend donc à Paris pour un bilan de santé? Puisqu'ici, on a tout. Non, mais après... Non, donc, ici on a le- tout. Tout comprenons- va bien, le bilan est comprenons propre, le quelque bilan est chose. inattaquable. Comprenons quelque chose. Je veux comprendre. La Côte d'Ivoire, il y a des puissances quand même dans le monde, d'accord? Et le Qui le- gère et mal le- la crise, parce que vous écoute-moi. avez dit tout à l'heure que Écoutez-moi. l'Italie gère mal la crise par rapport à la Côte Le, d'Ivoire. le Premier ministre Vous n'est avez pas comparé allé, l'Italie même à la le Côte président, d'Ivoire. non, je dis, Qu'elle gère par mieux la rapport, crise. parce que j'ai dit, si c'était par rapport à ça, on a vu le pays, les grandes puissances comme l'Italie. Qui sont où- faibles aujourd'hui face au coronavirus. Oui, Pourtant, pour la dire, Côte d'Ivoire est que, pour très dire forte. que la Côte d'Ivoire a bien géré la crise. Et le départ du Premier ministre n'est pas parce qu'il a été atteint du coronavirus. De On la- parle des voilà. centres de santé. Non, Mais je je sais pas, viens. on va lui laisser Je débattre. Je Je viens. sais quand je crois qu'on va lui laisser Voilà. développer. Donc c'était un programme déjà préétabli, Ok. voilà, pour une visite médicale. Et au moment où arrive, il est parti. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas passer parce qu'il y a des Mais failles. pourquoi est-ce qu'on va être Est-ce Premier que les ministre centres de d'un santé sont pays performants? C'est ce que nous avons dit. et alors décider l'État va Pourquoi aller d'aller à ce moment en Europe? en Europe? L'État fait son mieux pour que les centres de Le santé bilan soient il est performants. inattaquable, comme le dit. Oui, Le bilan est très mais positif. quand on parle d'un bilan, c'est par rapport à une donnée, d'accord? Par rapport à ce que nous avons trouvé, nous pensons qu'aujourd'hui c'est mieux. Avez-vous le la bilan- possibilité de vous rendre, par exemple, en France si vous êtes malade aujourd'hui? Moi je suis malade, je me soigne en Côte d'Ivoire. Effectivement, parce que chaque Ivoirien Je me malade se suis- soigne en Côte Est-ce d'Ivoire. que, Voilà. est-ce que Mais le Premier ministre- est-ce que le Premier ministre français se fait soigner en Côte Le d'Ivoire? Premier ministre, non, C'est ce que nous voulons dire. dans ce sens-là, vous ne comparez pas la Côte d'Ivoire à la France. Non, on parle du Voilà. système de santé. Non, on peut oser On le peut faire même, parce que on vous peut l'avez pas, fait on tout à peut pas, on l'heure. peut pas comparer même au niveau de la santé, la Côte d'Ivoire, la France, d'accord? Ok. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que le Premier ministre avait déjà un programme dans ce sens-là pour aller pour faire sa visite en France. C'est-à-dire Voilà. qu'en Côte d'Ivoire, on forme des médecins, mais on n'a pas confiance en eux, c'est ça? Justement. C'est pas forcément. En Côte d'Ivoire, on crée des universités, mais C'est on pas préfère que forcément. nos enfants Il aillent en Europe. il n'est pas le premier, il n'est pas le- il n'est pas le premier Ivoirien à aller en France. Il fait une visite. Je crois qu'on va tous se calmer et puis on va ensemble Voilà, il n'est débattre pas le premier, il n'est positivement. pas le premier Ivoirien quand même à aller en France pour Oui, faire sa visite. oui, c'est vrai, c'est Voilà. quand même le Premier ministre. C'est Mais pas moi, je pose forcément, la question. parce que même un Ivoirien lambda, en fonction peut-être de l'évolution de la maladie, Est-ce elle est que- toujours transférée dans ces pays-là pour se faire. Il n'y a, pas de soigner. souci. Voilà. Moi, je veux juste savoir, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a des universités où on permet à nos jeunes d'aller se faire instruire et après, quand on devient ingénieur, on devient médecin, on ne nous permet pas de nous exprimer. Parce qu'aujourd'hui, nos leaders, quand ils sont malades, ils seront à l'étranger. Est-ce donc à dire qu'on nous forme, on n'a pas confiance en nous? Parce qu'aujourd'hui, même quand vous regardez, vous parlez d'un bilan, quand vous regardez un peu tous ces grands projets-là, ce ne sont pas des Ivoiriens qui sont à la tête. Ce sont la plupart des expatriés. Et aujourd'hui, je ne suis pas contre le fait que le Premier ministre aille se faire soigner en Europe. Je veux savoir si l'Ivoirien lambda
à la possibilité d'aller se faire soigner en Europe quand il est malade? Vous m'avez dit non. Sinon, vous avez dit non, je crois que vous aurez le temps, de rebondir sur ma question. D'accord. Vous avez dit non, vous n'avez pas la possibilité de vous faire soigner en France. Est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il ne faut pas créer cette politique-là où on permet au système de santé, où on permet à l'éducation d'être aussi à un niveau de développement au point où quand on arrive dans une université africaine ou ivoirienne, on est tellement fiers qu'on n'a pas besoin d'envoyer nos enfants en Europe, où on n'a même pas besoin d'aller se faire soigner en Europe parce qu'on a confiance en nos médecins. C'est ça la question. C'est pas la personne de bonne compagnie qui nous fatigue. C'est ce qui est en train d'être fait d'ailleurs. Et après 10 ans, c'est toujours pas encore, c'est toujours pas fait. Non, mais pourquoi? Beaucoup a été fait. Vous voyez un peu, c'est ce que nous sommes en train de dire. Beaucoup a été fait. Aujourd'hui, la question n'est pas pourquoi est-ce que le Premier ministre allait en France. Voilà, la question n'est pas pourquoi est-ce que le Premier ministre allait en France. Non, la question c'est que voilà. Nous avons des centres de santé ici qui ne sont pas performants. Oui. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre allait en France. Non, ce n'est pas par rapport. Non, moi je vous ai bien dit, ce n'est pas par rapport aux défaillances des centres de santé et le Premier ministre allait en France. C'est par rapport à un programme bien établi. D'accord? Le programme est établi quand? Non, mais le Premier ministre a un bilan de santé. Peu importe, c'est un bilan de santé, mais c'est un bilan de santé, donc ça a été établi. Mais attends, est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont guéris du coronavirus, de la coronavirus en Côte d'Ivoire sont allés en France pour les faire guérir? Si vous dites ça, je vous dirais aussi que le Premier ministre aurait pu bien rester en Côte d'Ivoire et être soigné n'a par pas des été atteint. cardiologues. On a vu le ministre d'État Ahmed Bakayoko qui a été atteint de la Covid, qui a été guéri en Côte d'Ivoire. On a vu le ministre Patrick Hachi qui a été guéri en Côte d'Ivoire. Ne disons pas que le Premier ministre a la Covid-19, c'est pas ce que nous avons. Oui, ça je vous comprends. Pour vous dire qu'il y a les efforts qui sont faits sur place et les efforts continuent d'être faits. Alors, Président, quelles sont les actions que vous comptez mener pour la victoire de votre mentor en 2020? Excusez-moi, mais un mentor qui, même au sein du RHDP, comme vous avez dit tantôt, on est journalistes, au sein du RHDP, on se rend compte que tout le monde n'est pas favorable à la candidature du Premier ministre Amadou Coulibaly. Ça, c'est votre interprétation. Ce n'est pas mon interprétation. On fait tous la lecture politique en Côte d'Ivoire. Au sein de votre parti, on a l'impression que tout le monde n'est pas favorable, avant même de venir à l'élection. Nous sommes favorables à la candidature. Voilà, à la candidature Et vous êtes sûr que son état de santé va le permettre? Alors donc, quelles sont les actions que vous comptez mener pour sa victoire? Nous sommes sur ce terrain en tant que mouvement de soutien. Nous sommes au côté de la population. Nous avons, c'est vrai qu'il y a la crise sanitaire. Parce que depuis là, vous parlez seulement de formation. Alors qu'il y a une question de consolidation de pouvoir. Vous parlez de formation. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Je veux dire que nous avons une grande activité le 4 avril et là c'est la crise sanitaire. Mais nous avons une tournée nationale qui nous permettra quand même d'aller vers les jeunes aussi dans les différentes contrées pour en tout cas leur parler. Et puis voilà, de façon franche. Nous parlons de formation, on parle de formation parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le MJMS, nous avons une autre stratégie. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, nous sommes orientés, ça veut dire que c'est la politique de développement. Échanger avec un jeune lui permet quand même de pouvoir s'exprimer. Et éventuellement, parce que les meetings, c'est vrai qu'on peut avoir 10 000, 15 000 personnes, mais combien de personnes comprennent réellement ce que vous dites? D'accord? Aujourd'hui, nous sommes un système de développement qui n'est pas avant un leader qui vient, qui impressionne tout le monde qu'on suit. Aujourd'hui, il faut faire comprendre à la jeunesse, voici pourquoi nous devons choisir ce candidat-là. Et donc, c'est pourquoi nous parlons plus de formation, des conférences, parce que nous, si vous avez remarqué, on n'a jamais fait, on fait d'ailleurs pas de meeting, tout ça, mais on va vers les jeunes, on échange avec eux. Et c'est cette approche que nous faisons aujourd'hui, que nous avons plus de 15 000 adhérents au plan national, avec nos différentes coordinations. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore énuméré les actions que vous comptez mener pour maintenir votre mentor au pouvoir. Non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je dis que nous avons une tournée, aller vers les jeunes, d'accord, et échanger avec eux. Parce que l'objectif, c'est quand même avoir ces jeunes avec soi. D'accord? Même même dans le cadre des élections à venir, nous parlons un peu des thèmes. Nous avons déjà aidé plus de 200 jeunes à quand même avoir le thème parce que sans discrimination. Dans un premier temps, le MJMS, on fait des choses sans discrimination. On dit que tous les gens qui sont dans le besoin, qui veulent avoir quand même leur certificat de nationalité pour se faire inscrire sur la liste électorale, venez. Donc nous avons déjà pris de 200 jeunes, mais l'objectif c'est quand même aider 1000 jeunes à avoir quand même leur thème et puis aller se faire inscrire sur la liste. Voilà. Et donc déjà nous sensibilisons dans ce sens-là aussi. Mais après nous avons les actions que nous avons les conférences, les formations à l'intérieur du pays. Et au sein du MJMS, nous avons instauré ce qu'on appelle la TIF, qui est la tribune ivoirienne de formation d'emploi, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui le jeune, quand il peut se prendre en charge, il ne se laisse pas, il ne peut pas subir en fait son existence. Pour nous, le plus important, c'est que le jeune puisse participer à la vie de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons déjà intégré au niveau socio-professionnel plus de 50 jeunes déjà qui sont passés par cette tribune-là. On devait faire le lancement le 4 avril.
Vous avez 15 000 adhérents, vous intégrez seulement 50 jeunes. Je dis ce que nous avons pu faire à l'instant T. Attends, nous n'avons pas d'entreprise, voilà. Mais nous sommes en partenariat avec les entreprises et voilà, par ces moyens-là, nous quand même, nous aidons les jeunes quand même à pouvoir avoir quelque chose à faire. Nous ne sommes pas, voilà, nous sommes un mouvement, mais nous faisons pour nos petits frères, pour nos camarades, ce que nous pouvons faire. Voilà. Mais je dis déjà que nous avons déjà pu aider 200 jeunes quand même à avoir leur thème. Et nous, d'autres, ça a quand même aidé 1000 jeunes. Voilà. Donc, c'est déjà les actions concrètes que nous avons pu faire. Voilà. Nous, on ne fait pas de promesses, mais on fait ce que nous pouvons. Mais nous avons déjà pu intégrer 50 jeunes et nous continuons. Voilà. Parce que la tribune ivoirienne de foment d'emploi quand même est là pour aider tous ces jeunes à quand même avoir quelque chose à faire. En tout cas, ceux qui sont dans le besoin. Donc, voilà. Ok. Mais nous continuons toujours. Alors, selon vous, est-ce que les conditions d'une élection sont réunies? Les élections présidentielles sont réunies actuellement en Côte d'Ivoire? Parce qu'on sait que la crise quand même a retardé le processus d'enrôlement des cartes nationales d'identité. Est-ce que vous pensez qu'on pourra tenir le délai d'octobre 2020? Oui, mais il n'y a pas de souci. Nous avons vu la CEI qui a pris des dispositions par rapport à ça. Aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément d'une carte pour aller à l'élection. Vous êtes déjà sur la liste électorale, vous avez déjà voté une fois, voilà, vous pouvez aller faire, mais qu'en est-il quand même de nouveaux majeurs qui ne sont pas... Les nouveaux majeurs aujourd'hui, on se dit, on n'a pas oublié d'avoir une carte aussi parce que... Donc selon vous, M. Wunta, le certificat de nationalité vous permettra simplement d'aller voter. Et aujourd'hui, c'est revenu à 500. Et c'est ce que dit, et le MJMS a déjà aidé 200 jeunes, mais nous continuons. Mais 500 francs quand même, on se dit que chacun quand même pourrait être dans les conditions pour aller voter. Voilà, donc pour dire que l'État est en train de travailler dans ce sens-là quand même. Alors donc selon vous, c'est les élections peuvent se tenir aux dates indiquées? Aux dates indiquées. Alors, voilà, la structure en charge, la CEI dit qu'on peut tenir les élections. Et oui, je pense que c'est favorable, ce n'est pas à l'État, parce qu'aujourd'hui, c'est ceux qui pouvaient demander peut-être de décaler la date, c'est quand même cette structure-là, mais qui se trouve compétente aujourd'hui quand même pour organiser les élections. Donc nous pensons qu'il n'y a pas de souci. Nous nous préparons pour notre candidat, c'est ce que nous faisons chaque jour au quotidien. Ouais. Oui, président, là, mais pourtant, quand même, le 21 mars 2020, vous avez fait un poste dans lequel vous avez dit, et je cite, à 7 mois des élections, toutes les activités politiques sont suspendues. Pouvons-nous penser à un report des élections vers 2021 pour s'occuper de la population? Ça, c'est un poste que vous avez fait. Oui. Donc, ça veut dire quelque part que vous êtes un peu sceptique. Oui, ça nous étions, parce que nous étions en train de réfléchir, mais voilà, la CEI donne quand même des dispositions. Parce que vous comprenez, hein, une carte, nous savons que la CNI, quand même, c'est pas à 2 jours, 3 jours qu'on délivre la CNI. Et si on tenait qu'à la CNI, quand même, parler aux élections, ça serait un peu trop compliqué. Mais aujourd'hui, on donne une possibilité d'aller aux élections sans forcément la CNI. Et chaque Ivoirien, quand même, a la possibilité, quand même, d'avoir sa CNI, même après les élections. Donc, ce poste-là a été fait parce que nous tous, nous étions dans l'inquiétude pour dire que est-ce que, au moment opportun, les Ivoiriens pourraient aller aux élections. Voilà. Parce que vous comprenez, il avait au départ, vous voyez qu'aujourd'hui, mais il y avait au départ 118 centres. D'accord? Est-ce que les 118 centres là pouvaient permettre aux Ivoiriens d'avoir tous les cartes d'identité? Ça, c'est une réalité. Mais après, on a été rassurés, même aujourd'hui, il y a les ambulants qui sont là. Mais au-delà de ça, on se dit, bon, vous avez déjà voté une fois, vous pouvez aller voter encore. Vous êtes déjà Ivoirien. Et ceux qui sont les nouveaux majeurs, vous avez la possibilité d'avoir votre timbre à 500 francs, avoir un certificat de nationalité, puis vous inscrire sur la liste électorale. Donc nous sommes rassurés et nous sommes au quotidien pour notre candidat. Monsieur Wunta Apollinaire, malheureusement, le temps qui nous est imparti est largement dépassé. Aujourd'hui, vous êtes face à nos caméras, vous êtes en direct d'Ivoire TV. Quel est le message que vous avez adressé à tous ces jeunes-là qui vous suivent? D'accord, merci beaucoup. Ce que je vais dire à tous les jeunes, c'est que je veux parler au nom du mouvement des jeunes messagers pour dire que c'est un mouvement pour tout le monde et c'est pour la bonne cause du RHDP qui a véritablement travaillé pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on peut ne pas aimer forcément le président Alassane Ouattara, on peut ne pas aimer forcément Amadou Coulibaly, mais quand on aime la Côte d'Ivoire, parce qu'au MJMS, le slogan, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. On a vu des slogans l'ivoirien d'abord, mais qui ne sont pas des slogans constructifs. Mais c'est la Côte d'Ivoire d'abord, parce que les hommes passent. Aujourd'hui, on remarque, la plupart des jeunes n'ont pas vu le président Houphouët-Boigny gérer la Côte d'Ivoire. Mais vous vous rappelez d'Houphouët-Boigny, lorsque vous arrivez au plateau, vous voyez le stade Félix Houphouët-Boigny, vous arrivez à l'université. Ce sont des œuvres en fait, qui nous font rappeler des gens. L'homme passe, mais le pays reste. Et aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est le pays.
Voilà. On ne peut ne pas aimer un leader politique, mais regardons le pays, parce que demain, quand vous avez les enfants, il faut les universités, il faut les écoles. Nous avons eu déjà plus de 277 collèges et lycées construits par le président en place. Et nous pensons que c'est quand même énorme. Plus de 33 000 classes encore qui s'ajoutent, nous pensons que c'est énorme. Et aujourd'hui, il faut que la jeunesse comprenne en tout cas l'intérêt pour dire que c'est pour cela que nous nous engageons. Nous nous engageons pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et je pense que les jeunes devraient comprendre quand même l'intérêt. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes ouverts à tout le monde. Le mouvement des jeunes messagers, sans discrimination, ouvre ses bras à toute la jeunesse ivoirienne. Et nous créons des conditions quand même pour cette jeunesse-là aussi. Parce que plus le jeune, il gagne de quoi manger, plus le jeune peut décider de qui peut être le président de la Côte d'Ivoire. Et nous créons des conditions quand même pour ces jeunes-là. Voilà. Pour tous jeunes qui voudraient quand même adhérer au MJMES, nous avons un secrétariat de communication. Nous pouvons communiquer déjà quand même un contact qui leur permettrait. Donc nous avons le 05 35 81 31. Donc les jeunes peuvent appeler à ce numéro-là quand même pour prendre contact avec le secrétariat à l'information et à la communication pour permettre leur adhésion. Nous avons les adresses e-mail. Mais je pense que déjà avec ce contact, les jeunes, après l'appel, quand même seront guidés et puis faire leur adhésion. Nous sommes ouverts à tout le monde et c'est pour la cause du pays. Voilà ainsi qu'on fait notre émission Ça fait débat. Nous recevions Kunta Apollinaire, président du mouvement des jeunes messagers du RHDP. J'ai été très ravi de vous présenter cette émission avec ma consoeur Rosemond Foncé. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à nos pages Facebook et YouTube afin de suivre toutes nos émissions en direct. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.